l'origine, je savais pas que ça existait, ce métier-là. Je ne OK. fais pas de cachette. Quand j'étais jeune, je ne tripais pas nécessairement à devenir un courtier hypothécaire. Ouais. C'était plus les policiers, pompiers, comme tout le monde, ou astronautes. Mais c'est venu d'une mauvaise expérience. Lorsque j'ai acheté ma première maison, tout avait bien été. Mais après 5 ans, au renouvellement, où ce qu'on a décidé de faire, c'est vendre et racheter une autre maison, OK. le processus était extrêmement laborieux. Donc, à ce moment-là, j'ai fait appel à un courtier hypothécaire en 2006 et c'est là que j'ai découvert le métier puis j'ai fait « Wow, ça existe. Pourquoi je n'étais pas au courant avant? Pourquoi que les gens ne sont pas au courant de ça? J'aimerais ça, faire ce métier-là. » Ça en est venu quand même 1, 2, 3 ans d'expérience, d'aller chercher des cours, tout ça pour pouvoir me perfectionner, pouvoir me lancer. Au début, on appelait ça un démarcheur hypothécaire OK. ou un spécialiste hypothécaire, ce que j'ai fait pendant 5 ans. Avant d'être maintenant, ça fait 10 ans, là, en juin, que je suis courtier hypothécaire indépendant là, avec mon propre cabinet. OK. Bonjour tout le monde, Guillaume Desbiens de conseiller aux services financiers. Dans cette vidéo, je reçois Martin Côté, courtier hypothécaire depuis plus de 15 ans. Martin nous explique le processus de A à Z, comment obtenir un prêt hypothécaire, nous donne certains conseils et nous met en garde contre certains pièges à éviter. Si vous aimez la vidéo, je vous invite à appuyer sur le pouce par en haut. Merci et bon visionnement. Il n'est jamais trop tôt pour communiquer avec soit le conseiller financier ou avec le courtier hypothécaire, parce que dès que l'idée germe de vouloir devenir propriétaire, bien, on veut qu'on aide justement les étapes, mais les avenants, les aboutissants, c'est qu'est-ce qu'il faut que je me mette en place pour pouvoir devenir propriétaire. Fait que c'est pas 6 mois avant ou 1 an avant, c'est dès qu'on a l'idée, il faut prendre contact. Est-ce qu'en prenant contact, on ouvre nécessairement tout de suite un dossier? Pas nécessairement. Mais la première étape, c'est dès que l'idée germe de vouloir devenir propriétaire, il n'y a pas d'âge pour avoir cette idée-là. Fait que mettons les balises en place, puis faisons le contact. OK, puis en communiquant avec toi rapidement, ça va te permettre de donner des conseils à la personne pour justement lui permettre d'avoir un plus beau dossier c'est ça, un plus beau dossier de crédit peut-être pour après ça faire les prochaines étapes. Ça me plaît ça, parce que dans le fond, là, la première étape, lors de cet appel-là, ce qu'on veut voir, c'est quoi le projet. Fait que souvent, quand on a l'idée de devenir propriétaire, c'est-tu à cause qu'on veut des blocs appartements? C'est-tu à cause qu'on veut une maison unifamiliale? C'est-tu à cause qu'on s'en va à l'école puis on aimerait, à l'extérieur, on voudrait s'acheter un condo? Peu importe la bonne ou la mauvaise raison de vouloir devenir propriétaire, bien, on a cette idée-là, mettons-le en place. Fait que connaître le projet, les objectifs, les raisons, des fois, c'est de dire, bien, je veux être propriétaire au lieu d'être locataire. OK? C'est quoi les avantages d'être locataire? C'est quoi les avantages d'être propriétaire? Le coût à travers tout ça, les objectifs de temps. Fait que c'est là que dès qu'on a l'idée, en faisant ce premier appel-là, on va déterminer les objectifs du client, c'est quoi son projet, puis établir le plan de match. OK, ça, c'était la première étape. Là. Ça, c'est à la première rencontre, étape. c'est ce que vous discutez ensemble. Première étape, premier appel, on met ça en place. Fait que si le client, on est trop tôt, ben on va se dire parfait, on donne quand même de l'information, puis on se fait un suivi un petit peu plus tard en se donnant l'objectif pour le prochain appel. Fait que c'est là, ça peut être, j'aimerais ça devenir propriétaire, qu'est-ce que tu fais comme travail? X, Y, Z. Ben, pour la qualification, ça risque d'être un peu compliqué, donc on va se donner un délai de 6 mois, 3 mois, 1 an, peu importe, pour combler un certain écart, parce qu'on le voit déjà dans un premier appel, les pièges qui pourraient amener le dossier, que ça ne se rendra pas à terme nécessairement, la préautorisation, puis tout le montage du dossier. Fait qu'on fait cette première appel-là dans ce but-là, dépendamment justement de où ce que le client en est rendu. C'est là que ce qu'on va faire dans la deuxième portion, c'est souvent en collaboration avec un autre professionnel qui est le conseiller financier. Est-ce que le budget est déjà établi? Qu'est-ce que ça vous coûte actuellement vivre où ce que vous êtes? Qu'est-ce que ça coûterait éventuellement de devenir propriétaire? On fait des chiffres sommaires, ce qu'on appelle une qualification, pour s'assurer que le budget va-tu être réalisable ou non à travers ça. Fait que c'est là où des fois on retourne au conseiller financier pour mettre un budget à jour et des fois le budget est déjà tout fait, la structure est déjà établie, donc on passe maintenant à la troisième étape. OK, c'est intéressant. Juste pour revenir à cette étape-là, c'est quelque chose que j'aime bien faire avec mes clients qui veulent accumuler une mise de fonds. C'est un très bon truc pour accumuler une mise de fonds. C'est-à-dire que tu calcules que ça te coûte pour vivre en appartement ou chez tes parents, puis qu'est-ce que ça te coûterait avoir la maison que tu désires, puis si tu n'es pas capable d'épargner la différence entre les deux pour ta mise de fonds,
ben peut-être que ton projet est trop ambitieux à ce moment-là. Fait que, puis en épargnant cette différence-là, on peut épargner 10 000, 12 000, 15 000 en dedans d'un an ou deux, là, finalement, puis accumuler notre mise de fonds. Effectivement, parce qu'il y a différents enjeux, mais c'est là qu'à cette étape-là, avec l'intervenant, on va regarder le budget, on va regarder la mise de fonds qu'on va cumuler ou qu'on a remis en place, les stratégies, parce qu'il y a des stratégies de REER, RAP, le nouveau CELIAP qui est arrivé en place. Il y a beaucoup de maximisation qu'on peut faire lorsqu'on est en avance sur notre projet. Lorsqu'on arrive, si je dis pas trop tard, mais quand on arrive un petit peu plus serré dans les délais de je veux visiter, je mets une offre d'achat, je deviens propriétaire, ben on oublie des fois ou on peut pas maximiser certaines choses. C'est là que plus on est en avance, plus c'est facile de maximiser tout le trajet vers où on se dirige. OK. Ensuite de ça, quelle serait la prochaine étape? Tu as fait la première rencontre avec la personne, elle t'a expliqué son projet. Deuxième étape, elle va communiquer avec son conseiller ou peu importe la personne qui va l'accompagner pour ses finances personnelles ou le faire seul aussi, c'est possible. Ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on fait, ce qu'on appelle la préautorisation. Okay? Puis dans mon métier, il y a beaucoup de légendes urbaines, qualification, préautorisation, précis, ça. Ce qu'on a fait au niveau de la préautorisation, c'est qu'on fait 95% du travail qui normalement se fait à l'achat de la maison. Fait qu'on va vraiment demander toute la documentation au niveau de l'emploi, toute la documentation au niveau des actifs, donc les liquidités au niveau de la future mise de fonds. On va sortir le dossier de crédit. Fait qu'en sortant le bureau de crédit, ce qu'on veut avoir, oui, la cote de crédit, mais on veut aussi savoir c'est quoi les engagements, donc les passifs au bilan de la personne. Parce que souvent, ma carte de crédit, je la remets toujours à zéro. Mais quand je la remets à zéro, le solde est de 500, 1000, 2000. Fait que c'est là que l'analyse se fait en fonction du dossier de crédit. Fait que la cote de crédit doit respecter des minimums. Les engagements vont nous permettre de voir qu'elles sont au niveau des pré-autos, location auto, ces choses-là. Puis le mélange de ces trois-là, donc selon la mise de fonds, donc selon les actifs, selon l'emploi et le revenu admissible, selon les engagements au dossier de crédit, ça va nous donner des ratios d'endettement. Okay. Donc ça, c'est les 4 critères de la préautorisation. Fait que moi, il n'y a pas de maison de rattacher à ça, il n'y a pas de projet spécifique. C'est du général, donc l'emploi, les actifs, le dossier de crédit et les ratios d'endettement me permettent de donner la capacité d'emprunt et en mettant des chiffres au niveau des taxes municipales et scolaires, des chiffres au niveau d'un futur achat avec une mise de fonds, me permet de faire les ratios d'endettement, de dire la capacité d'emprunt est faite pour ça, un peu comme quelqu'un qui serait préautorisé à un pré-auto de 20 000, mais nous autres, c'est ce qu'on fait au niveau de l'achat de la première propriété avec la préautorisation. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur la cote de crédit? Je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu méconnu là, de la population en général, là, le fonctionnement de ce calcul-là, ou peut-être quelques petits trucs là, pour aider les auditeurs là, à améliorer leur cote de crédit. Là. C'est vraiment, c'est un peu une zone grise à savoir qu'est-ce qui influence pour de vrai. Je vais sur mon application, ils me disent que je suis excellent, mais c'est calculé comment puis tout ça. Donc, les algorithmes, quand vous allez sur votre application, il y a environ, je vais dire, pour faire une histoire courte, 200 algorithmes qui sont pris en considération pour établir une cote. Okay? Cette cote-là n'est pas 100% précise, mais donne quand même un horizon de on est-tu bon, on a-tu du travail à faire, qu'est-ce qu'il y en est. Sur ces cotes-là, normalement, l'idéal, ça serait d'être au-dessus de 700, même au-dessus de 725 pour respecter les sur minimums. 900, hein? Sur 900. Pour respecter les minimums, parce que le jour où moi, je vais sortir une cote de crédit qui actuellement, je crois que c'est FICO 9, qui est utilisée pour les dossiers de crédit Equifax, mais moi, je dois avoir à peu près 750 algorithmes qui sont pris en considération. Fait que ma cote de crédit va être beaucoup plus précise et parfois moins élevée que ce que les gens ont sur les applications. Fait que c'est pour ça que les cotes minimums pour l'acquisition d'une maison, souvent, c'est 650 ou 680 qui sont les minimums, mais à partir du moment où on est en bas de 700, souvent, il y a une histoire à raconter. Okay? Cette histoire-là, elle a le droit d'être racontée. Est-elle justifiable? C'est là les discussions qu'on a. Fait que lors de la préautorisation, quand on voit certaines lacunes, que souvent les gens ont dit, moi, j'ai toujours payé mes minimums, mais ma cote de crédit n'est pas tellement bonne. OK, on va analyser le dossier de crédit. Fait que l'exemple qui arrive le plus souvent, c'est
on a une carte de crédit, exemple, à 1000 $, qu'on utilise toujours à 800-900 $ à tous les mois. On la rembourse à la fin du mois. Les algorithmes, ils ne savent pas l'argent qu'on a dans notre compte de banque. Les algorithmes, ils ne savent pas autre que l'utilisation. Fait que ce que ça lance comme image, c'est que j'ai une limite de 1000 $, puis je m'en vais à plus de 50% de la limite, donc j'étais à 900, je le rembourse à tous les mois. Fait que le bureau de crédit, l'algorithme, il dit, on va le watcher. Fait que, mettons qu'on dit des points. Lorsque je paye mon minimum, je gagne 4 points. Mais quand j'utilise ma carte de crédit à plus de 50%, je perds 7 points. OK. Fait que si on fait ça mois après mois, le bureau qui dit on va le regarder, lui, où est-ce qu'il s'en va avec ça, on va le regarder. Mais quand ça fait 6, 7, 8 mois en ligne, là, on perd plus 7 points, on perd 12 points, puis 14 points, toujours en gagnant juste 4 en payant le minimum. Fait que c'est là où parfois, j'ai des gens qui ont des cartes de crédit à, mettons, 3500, ils ont 80 000 dans leur compte de banque, mais la cote de crédit leur empêche d'acheter une propriété. Ils disent, ouais, Martin, j'ai une super de bonne job, j'ai de l'argent. Ouais, mais il y a un des critères qui est la cote de crédit, puis tu l'as pas bien cultivé, tu n'as pas fait bien attention. Ouais, mais je ne savais pas. Je comprends, mais c'est un peu le travail de chacun de s'assurer que le dossier de crédit est bien fait. Fait que c'est sûr que les puristes vont dire faut le sortir 2 fois par année puis s'assurer que tout est correct. Il n'y a pas personne qui fait ça. Ouais, je l'entends souvent, c'est d'aller vérifier chacune des informations sur notre dossier de crédit puis appeler les créditeurs pour faire corriger des mauvaises informations là-dessus. Mais non, personne ne fait ça. Il n'y a personne qui fait ça. Fait que c'est là que lorsqu'on est en avance sur le projet, ça permet de faire certaines corrections. Puis, c'est sûr que ça ne change pas instantanément parce que les bureaux de crédit sont toujours 1 mois ou 2 en retard. Mais quand même, ça permet de démontrer que depuis que j'ai rencontré mon courtier hypothécaire, j'ai fait des changements. On voit un peu les changements. Fait que ça permet de justifier que même si la cote de crédit, exemple, est à 676, la raison, c'est qu'il n'y a jamais eu de retard. Il n'y a rien eu de désastreux. Ça a été juste une mauvaise utilisation puis une mauvaise compréhension du crédit. J'ai fait les correctifs maintenant. Puis le reste du dossier étant très beau, le dossier fonctionne quand même, mais on va juste bien marquer les bonnes notes pour justement bien présenter le dossier. De là, l'importance de la première rencontre qui est rapide. Hein. C'est quelque chose que justement, tu peux commencer à travailler 6 mois, 1 an avant la date où est-ce que tu pensais que ton projet allait se réaliser de l'achat de la propriété. Là. Fait que ça renforce un petit peu cette idée-là. Fait que, après cette étape-là, on vient de regarder la préautorisation, c'est ça, en fournissant notre bilan. Le courtier hypothécaire a vérifié la cote de crédit ou les institutions financières l'ont vérifié. Tu montes ce dossier-là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la préautorisation, ce qu'on va faire en validant les 4 critères que j'ai parlé, on va regarder le pouvoir d'achat et on va faire des scénarios. Okay? Parce que souvent, les gens voient je veux une maison de 250 000, de 350 000, de 450 000. Ils n'ont pas toujours réfléchi ou calculé quelle est la mensualité de ce projet-là en fonction de la mise de fonds. Fait que c'est là qu'on va établir des scénarios et c'est là qu'on parlait tantôt, le partenariat avec l'intervenant qui s'occupe des finances, que ce soit le conseiller financier ou eux autres mêmes, de voir est-ce que c'est viable ou non selon les scénarios qu'on a donnés. Puis, on essaye, lorsqu'on est en avance, de mettre en place ce que tu expliquais tantôt, de dire si ça coûte 1000 $ l'appartement, acheter ma propriété avec les taxes, le chauffage qui va coûter un petit peu plus cher parce que c'est une maison, l'assurance habitation, ça va me coûter 1200 $ de plus par mois, je vais le mettre dès maintenant de côté. Parce que si Martin me donnait la maison aujourd'hui, le mois prochain, ça me coûte 1200 $ de plus. Fait que ça va permettre des fois de passer à une meilleure mise de fonds et de voir que le projet, non seulement il est viable, mais je pourrais acheter peut-être un petit peu plus cher parce que dans le fond, j'ai mis le budget le moins cher possible. Mais on ne veut pas acheter une maison juste pour 2-3 ans. On veut l'acheter pour idéalement de 5 à 10 ans minimum. Fait que c'est là où le travail qui est fait en amont va permettre de dire je suis trop ambitieux ou finalement, je suis en train de jouer entre parenthèses cheap, puis que dans 2-3 ans, mes besoins ne seront plus les mêmes, puis je vais être obligé de changer de maison. C'est là que les discussions ont lieu. Fait que c'est pour ça que dans l'étape suivante, j'ai marqué réflexion, parce que on a maintenant des chiffres concrets. On va pouvoir justement justifier, dire oui, ça me tente, ou non, ça me tente pas. Fait que si ça me tente pas, comment que j'ajuste ça? Ou oui, ça me tente, mettons, prochaine étape. La prochaine étape... Puis excuse-moi, mais quand tu dis ça me tente ou ça me tente pas, c'est de vivre avec
un budget X qui va m'être imposé par toutes les dépenses qui sont reliées à l'achat de la nouvelle propriété. Tu te rends compte que tu as une belle maison, mais si tu n'es pas capable d'aller au cinéma ou si tu n'es pas capable d'aller au restaurant comme tu aimais le faire avant, peut-être que tu vas être malheureux dans ta nouvelle maison. Là, c'est un petit peu ça le point, là, c'est de vérifier si on va être heureux avec ce nouveau rythme de vie-là. En plein ça, parce que souvent, les gens vont dire « Ouais, mais là, tu sais, j'ai pas 1200$ dans mon exemple, j'ai pas 1200$ de trop par mois. » Ouais. Ben, tu l'as pas ou actuellement tu le dépenses autrement. Ouais, exact. Fait que là, il y a toujours un petit sourire qui est amené avec ça. Ouais. Puis c'est drôle parce que j'ai des clients qui écoutent notre podcast. Tu sais, je fais toujours l'exemple de sortir les 3 derniers mois de carte de crédit, puis les 3 derniers mois de compte bancaire. OK? Puis j'ai un crayon au bureau qui est avec un stylo d'un côté puis un feutre jaune de l'autre côté. Puis je leur disais, tu sais, les essentiels, OK? Vous les soulignez, tu sais, en bleu. Puis ce que vous avez à corriger, donc vos patterns que vous savez que le café Tim Hortons, le café Starbucks, puis là, ce que je dis toujours, moi, mon vice à moi, c'est les dîners au restaurant. Je suis un représentant, je suis sur la route, je sors de la maison chez nous, je me suis dans l'auto, je fais j'ai oublié mon lunch. J'ai 2 choix. Soit que je rouvre la porte, je rentre chez nous, ce qui me prend 42 secondes, puis mon lunch me coûtait 2,50$, ou je fais lâche-moi, je m'en vais au travail, puis je vais aller manger au restaurant pour 22$. OK? Fait qu'on les voit, nos patterns. Fait que moi, personnellement, le connaissant, mon conscient me corrige à l'occasion, ou quand je me remets, parce que je le fais une fois par année quand même pour moi, de faire, OK, je fais le travail, il y a de l'argent qui apparaît, puis un coup qu'on en est conscient, c'est plus facile après ça de, je vais dire, gérer les démons, mais de faire les corrections si l'objectif est d'acheter cette maison-là avec ce budget-là. Mais il y a quand même des essentiels, les bouteilles de vin à sac, on va continuer à en acheter. Les sushis le dimanche aux 2 semaines, c'est important pour nous autres, pour la famille. Les activités, comme tu disais, le cinéma, il faut continuer à vivre. C'est pas une fatalité d'acheter la maison puis de dire on peut juste inviter des amis à souper à la maison, on peut plus sortir non plus. Faut que ça soit bien fait. Oui, exact. Puis pour revenir sur ton point tantôt, là, qui est intéressant aussi sur nos besoins pour la maison, on achète-tu une maison pour les 2 prochaines années ou c'est pour les 3-5 ans? Si les personnes veulent des familles, veulent des enfants, c'est-à-dire ça prend plus de chambres, il faut un petit peu prévoir nos besoins futurs là, à moyen terme. Là, sinon, ça peut devenir un mauvais achat là, parce que justement, il y a des frais à l'achat d'une maison. Là, justement, notaire, déménagement, tout ça. Fait que c'est quelque chose à penser là, qu'il faut acheter la maison pour un petit peu plus long terme là, que court terme, là, idéalement. Fait que c'est pour ça que la planification du projet est importante là-dedans. Elle est importante mensuellement, puis elle est importante aussi au niveau des frais de clôture. Je sais qu'on va en parler tantôt, mais assurément que ce qu'on discute là, c'est beaucoup plus au niveau des frais mensuels puis des obligations qui vont venir à l'intérieur du budget. Ce qu'on parlait au niveau des besoins de la maison, c'est là qu'il y a un autre professionnel, parce que tu sais, l'achat d'une propriété, même si je suis courtier hypothécaire, ça fait 15 ans que je suis un spécialiste en hypothèque, c'est pas un one-man show. Je peux pas tout faire tout seul, puis heureusement, il y a des intervenants qui sont importants dans le processus, puis un autre des intervenants, c'est le courtier immobilier. Okay? On peut aussi faire sans le courtier immobilier. Dans mon expérience, je suggère toujours d'avoir son propre courtier immobilier qu'on a choisi, donc qui est à l'écoute de nos besoins, qui prend en considération notre budget, qui prend en considération nos enjeux, puis qui va nous permettre de faire des visites stratégiques en fonction de nos besoins. Puis c'est là, avec ce professionnel-là, que normalement les discussions ont lieu pour savoir le nombre de chambres, est-ce qu'on veut des enfants éventuellement ou non, c'est quoi nos besoins. Donc, des fois, c'est la luminosité, le pas de voisin en arrière, d'avoir une certaine cour, d'avoir une rue qui est moins passante parce que, puis ça va être aussi une maison 2 étages ou un plein pied. Ça paraît niaiseux, mais il y a des gens qui veulent pas avoir l'impression d'être toujours dans des marches. Fait que les autres aiment mieux des pleins pieds. Puis il y a d'autres gens qui vont dire, moi, j'aime mieux avoir les chambres à l'étage, puis le rez-de-chaussée libre. Donc, c'est important que le courtier immobilier pose les bonnes questions pour trouver la bonne maison éventuellement. Et un peu à cause des frais de clôture, ben, si on les paye de façon récurrente aux 3-4 ans, ben, c'est super payant pour un notaire, c'est super payant pour un courtier hypothécaire, c'est super payant pour un courtier immobilier, mais à la fin de la journée, c'est une transaction pour le client qu'on veut faire. Fait que comment qu'on peut faire justement pour répondre à ça? Les dernières années m'ont amené à faire des préautorisations. Les gens allaient visiter, puis ils revenaient
à une étape précédente, à dire, maintenant, on a fait une préautorisation, notre budget était X, Y, Z, on a visité, on ne trouve pas en fonction de notre budget. Comment que notre budget maintenant pourrait se retrouver différent? C'est quoi les impacts? Fait qu'on a fait l'étape de la préautorisation, des fois 2 ou 3 fois, avec les surenchères, avec les offres multiples, avec des secteurs qui ont été beaucoup plus populaires avec le temps. Là, on est en 2023, fait que le marché s'est plus stabilisé, mais quand même, ça nous est arrivé de parler des fois avec des clients 3-4 fois au niveau de la préautorisation, comme des fois, à le faire une première fois, on a tombé bullseye, puis on a continué. Il n'y a pas de conséquences à revenir un peu en arrière pour mieux avancer. Oui, je comprends. Ensuite, tu sais, là, dans les étapes, là, par exemple, on a fait le budget, on a eu notre préqualification, on a fait le budget, on a fait des visites de maison. Après ça, qu'est-ce qui se passe là avec le courtier hypothécaire? Ben, c'est là qu'il y a un certain détachement parce que c'est les visites qui commencent. Donc, le processus de visite, c'est là que le courtier immobilier prend le lead. OK, puis toi, tu te recules un petit peu. Ta job préliminaire est faite. Ma job préliminaire est faite. On garde quand même des suivis avec mon équipe pour savoir s'ils ont des questions ou quoi que ce soit. Mais à l'étape où ce qu'on a fait là, c'est le courtier immobilier qui, lui, va. Moi, je dis toujours à la vague, mon côté plate poche de banquier avec la raison. Je n'ai mis plein de raisons dans le processus. En visitant avec le courtier immobilier, c'est là que l'émotion rentre en ligne de compte. On se voit rester là, on a un coup de cœur, puis ces affaires-là, ce qui est parfait parce que c'est plaisant d'acheter une maison, mais à la fin de la journée, c'est l'étape du courtier immobilier. Lorsqu'on fait une promesse d'achat, qu'elle soit acceptée, refusée, on va avoir un processus de contre-offre. Normalement, les clients, moi, me rappellent pour dire, Martin, on a trouvé une belle maison, a fait notre affaire, on va faire une offre d'achat. Des fois, il y a certains documents à remettre à jour, dépendamment le temps de la préautorisation, mais ça va nous permettre, nous autres, d'être à l'affût et de dire, OK, on reprend ce dossier-là, on le met sur le top de la pile, ils sont très actifs, on le garde proche parce que ça déboule. Là. On fait une offre d'achat, ils ont 24 heures pour répondre, ils l'acceptent ou ils font une contre-offre, la date de prise de possession qui ne fait pas les inclus ou les exclus. Qui font la négociation. La négociation se fait, qui peut durer environ entre 24 heures puis, mettons, 4 jours dans le processus. Puis un coup que c'est approuvé, là, on a un délai de temps pour transformer la préautorisation en autorisation. Parce que la préautorisation, elle disait, Guillaume, t'es super bon. L'autorisation doit dire, Guillaume, t'es super bon, puis ce que t'achètes aussi est super bon. C'est là que la préautorisation, il n'y a rien de spécifique, il n'y a pas une adresse, il n'y a pas un projet de rattacher après. C'est des hypothèses. C'est les hypothèses. Tandis que l'autorisation, nos hypothèses sont attachées à une adresse et un numéro de lot. Fait que c'est là qu'il y a une transformation qui se fait de la préautorisation à l'autorisation. Normalement, ce délai-là prend entre 4 puis 10-12 jours. Les courtiers immobiliers vont, pour la plupart, mettre toujours 15 jours de financement ou 20 jours, dépendamment de la négociation. Mais ça va permettre de donner le temps à maximiser des fois certaines stratégies. De parfois aussi dire, ben Martin, on achète cette propriété-là, mais on aurait besoin d'ajouter des rénovations. Martin, on achète cette propriété-là, mais il y a quelque chose. Fait que c'est là que nous autres, avec 12 institutions financières dans le prêt A, faut s'assurer qu'on fait les bons due diligence, parce que peut-être qu'un dossier dans une telle stratégie irait à cette institution financière-là, mais que si c'est un achat avec Renault, il irait dans une autre institution financière. Puis c'est un achat avec Renault, mais j'ai besoin d'1 an pour faire les Renault. Ce serait une autre institution financière. Martin, j'ai besoin de faire un achat avec Renault, mais je vais faire la toiture, le sous-sol, puis la cuisine. Fait idéalement, j'aurais besoin de 2 déboursés pour mes Renault. Ça ne va pas non plus à la même institution financière. Fait que c'est pour ça qu'on a nos stratégies à bien bâtir pour que la vraie histoire puis le bon projet soit présenté à la bonne institution financière. Fait que c'est là que on passe de la préautorisation à l'autorisation quand on a l'offre d'achat acceptée, finie, finale. Puis vient la deuxième condition, souvent qui est l'inspection de la propriété, qui est faite par un autre professionnel qui est l'inspecteur en bâtiment. OK. C'est dans mes questions. Je veux qu'on retourne un petit peu en arrière là, quand tu parlais de chacune des institutions financières. Là, dans le fond, ce que je comprends, là, ce que tu expliques, c'est que tu ne vas pas nécessairement négocier avec le taux avec chacune des institutions financières. Tu vas y aller en fonction du projet et les différentes caractéristiques du projet. Tu vas aller choisir l'institution financière qui offre les meilleurs produits hypothécaires qui fit avec le projet de tes clients, finalement. Là. Certaines institutions financières ont des spécialités dans leurs produits. Il y a effectivement des institutions financières qui se spécialisent dans certains produits. OK? Mais au-delà de ça, le projet de chacun,
le timing du projet, le délai pour la date de prise de possession. Il y a beaucoup de facteurs qui font qu'une institution financière peut se positionner comme étant la meilleure ou la pire, dépendamment du projet. Il y a ce qu'on appelle dans mon langage de l'appétit. Il y a des institutions financières qui veulent des dossiers, exemple, avec moins de mise de fonds. Il y a des institutions financières qui veulent avoir des dossiers qui vont avoir des marges hypothécaires. Fait qu'il y a beaucoup de stratégies qui font que... Puis il y a des produits qui ne sont pas offerts dans une et dans l'autre. Fait que c'est pour ça que oui, il y a un débroussaillage qui se fait. On en discute un peu sommairement lors de la préautorisation, mais au moment de l'autorisation, c'est là qu'on fait le choix de l'institution financière, on fait le choix du terme. Donc, est-ce qu'on veut prendre un engagement de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans avec une institution financière, taux fixe, taux variable? Et c'est où qu'on avance avec ça? C'est où les besoins? Parce que des fois, on va dire, ben Martin, j'achète cette propriété-là, j'ai rien à faire pendant 2 ans, mais dans la 2e année, je vais avoir ça à faire. Est-ce que je vais pouvoir le faire ou je suis mieux de le faire tout de suite? Fait que c'est là qu'on avance dans le bon choix de l'institution financière, puis de pouvoir présenter le dossier idéalement du bon coup, du premier coup, de la bonne façon. Est-ce que c'est vraiment cette étape-ci qu'on choisit justement là, quel type de taux on veut, 5 ans fixe, variable? Est-ce que c'est à l'étape qu'on est rendu qu'on fait ce choix-là? Oui. On fait ce choix-là à cette étape-ci, mais il n'est pas nécessairement coulé dans le béton. Ah, OK. Fait qu'un client qui dit, ben Martin, on a la discussion, on comprend les recommandations, puis on se lance dans mettons qu'on va parler de 3 ans fixes. Parce qu'il y a comme 3 familles. Tu sais, il y a des familles, actuellement en 2023, avec les taux d'intérêt qui ont augmenté beaucoup, il y a des gens qui disent ça va redescendre bientôt. OK? Fait qu'on va vouloir plus du 2-3 ans. Il y en a d'autres qui ont, dans leur vision, disent on est pris dans cette situation-là pendant peut-être plusieurs années, fait que je vais regarder plus du 4-5 ans. OK? Puis il y en a d'autres qui vont historiquement dire ben, le variable a toujours été le meilleur choix, donc je vais prendre l'option du variable. Fait que c'est un peu nos 3 familles de court terme, moyen terme, donc 4-5 ans, et le variable. Mais ça peut arriver, comme on a vu dans l'année 2022, que les gens allaient dans le variable. Exemple, il y a eu quelques augmentations de taux avant la date de prise de possession, puis qui ont décidé de dire « Oh, je pense que oui, mon choix il était éclairé, il était stratégique. » Comme la Banque du Canada n'est pas capable de nous prévoir nécessairement le mois d'août puis le mois de septembre qui s'en vient, ben il n'y a pas personne qui pouvait voir en avant. Fait qu'il y a certaines personnes qui ont décidé de changer. Ben, tant et aussi longtemps que le dossier n'était pas passé chez le notaire, on pouvait réajuster la stratégie si on avait des nouvelles informations. Est-ce que, comme courtier hypothécaire, tu fais des recommandations ou tu conseilles les gens par rapport au terme ou au type d'hypothèque variable, fixe? Est-ce que ça fait partie des conseils que tu donnes ou c'est la personne plus qui doit prendre cette décision-là? À la fin de la journée, c'est le projet du client. Fait que la décision, c'est le client qu'il faut qu'il prenne. Okay? Moi, je suis là pour lui donner les exemples, les avantages, les inconvénients, les bonnes et mauvaises raisons de chacun des choix. Okay? Mais en ciblant, comme je fais actuellement, les 3 familles, bien, ça permet de voir un peu qu'est-ce qui semble les intéresser un peu plus. Fait qu'on va gratter un peu la raison du pourquoi que c'est plus court terme. Ben, des fois, c'est le beau-frère, des fois, c'est l'information qu'ils ont eue, des fois, c'est l'engagement qu'ils ne veulent pas prendre nécessairement pour 4-5 ans parce que c'est long. Ils aimeraient mieux un engagement plus court pour des raisons qui leur appartiennent. Fait que c'est là qu'on les discute, les choix. On fait des recommandations à la lumière de ce qu'ils nous ont donné comme information. C'est sûr qu'à 95%, les gens vont prendre la recommandation qu'on leur donne parce qu'elle est discutée. Mais en hypothèque, il n'y a pas de formule magique. C'est sûr que la plupart vont dire « Ouais, mais le variable, Martin, ça a toujours été bon. » C'est sûr que le variable 5 ans, puis un fixe 5 ans, si on oublie peut-être la dernière année, c'est sûr que les taux variables ont toujours été mieux. Mais dans les faits, il y a eu des années, puis on les a vus ces années-là, où ça n'a pas été bon. Les 3 premières années n'étaient pas tant bonnes finalement, puis qu'il est arrivé une situation, puis que les 2 dernières ont été exceptionnelles pour venir rééquilibrer. Fait que est-ce que c'est ça qui va se passer aussi avec ce qu'on vit actuellement avec la post-pandémie, qui va dire, ben là, le variable, il n'est pas bon depuis 1 an, mais il va-tu être bon en 2026-2027? Fait que c'est là où statistiquement, le variable 5 ans fixe, 5 ans variable est mieux, mais est-ce que le variable 5 ans est mieux qu'un fixe 3 ans? Ça, il n'y a jamais une stat qui a été sortie là-dessus. Okay? Fait que c'est pour ça que... Puis toi non plus, tu le sais pas. Dans le fond, tu as beau vouloir donner les meilleurs conseils du monde à tes clients. Là, je veux dire, la Banque du Canada ne semble pas savoir non plus quand est-ce qu'ils vont commencer à baisser les taux d'intérêt. Fait comment, toi, comme
courtier hypothécaire, tu peux le deviner. Là, non seulement on ne peut pas le deviner, mais il y a beaucoup d'impondérables qui peuvent arriver. Parce que malheureusement, il y a des gens qui ont dû changer de maison, donc briser le terme. Malheureusement, il y a des gens qui sont séparés. Il y a des gens qui ont vécu une invalidité. Il y a beaucoup de situations qui ont amené à ce que le choix qu'ils ont fait avec toute leur connaissance du moment présent ont fait qu'il est arrivé un impondérable pendant les années suivantes puis qu'ils ont dû briser leur hypothèque. Okay? Fait que c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre la décision nécessairement pour eux autres. Puis chaque dossier est différent. Ouais. Puis des fois, c'est aussi la tolérance au risque. Même si le variable, c'est la meilleure chose au monde, si on ne peut pas vivre avec l'augmentation des taux puis la descente des taux, puis qu'on est trop émotif, c'est pas le bon produit. Mm-hmm. Fait qu'à ce moment-là, on trouvera le produit qui est plus adapté. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de sécurité, il y a des gens qui ont besoin de moins de sécurité. C'est un peu comme les placements. Même si tu me dis, Martin, on va faire plus de rendement sur 10 ans en mettant ça full agressif, c'est super, mais moi, si je suis pas capable de vivre avec les hauts et les bas, c'est pas le produit qui est adapté pour moi, puis il n'y a rien de pire qu'être émotif. Au mauvais moment. Ça crée de l'anxiété et tout ça, puis ça peut à long terme amener des problèmes de santé. Là, ça reste la plus grosse dette. Ah, absolument. C'est le plus gros engagement. Fait qu'on a un prêt auto qui va nous coûter quelques centaines de dollars. Mais là, on ne parle pas de quelques centaines. Souvent, on parle de milliers de dollars. C'est pour ça que on veut moins jouer souvent. Souvent, les gens ont un désir de rentabilité, mais ils ont un retour aussi de vouloir une certaine sécurité au niveau des paiements. Il y a des solutions parce qu'il y a des banques qui offrent des taux variables, mais à paiement fixe. Okay. Fait que ça, des variables à paiement fixe, permet des fois d'aller chercher le meilleur des mondes. OK. Mais ça, si je peux me permettre, j'ai vu une statistique récemment, là, justement, pour ce type de produit-là. Je pense que là, les banques assument la différence entre les deux, là, entre le paiement et le coût réel du prêt, là, avec les taux d'intérêt qui ont augmenté. Fait que ça, les termes sont comme virtuellement de 30 ans ou, tu sais, je ne sais pas comment l'exprimer. C'était des hypothèques de 25 ans ou calculées sur 25. Puis là, en théorie, quand tu regardes les chiffres, c'est rendu 30 ans. Puis c'est l'institution financière qui assume cette différence-là parce que la personne, le client, elle a un paiement fixe et un taux variable. Dans le fond, l'enjeu qu'il y a, c'est que si on prend un exemple, le paiement coûte 1 000 $ par mois. Lorsqu'ils ont pris le produit, mettons que le 1 000 $ était séparé en 500 $ de capital, 500 $ d'intérêt, ce qui permettait un amortissement de 25 ans. Avec certaines hausses, dépendamment du moment où ils l'ont choisi, à ce moment-là, ce que ça a donné, c'est que le même paiement de 1 000 $ maintenant coûte 800 $ d'intérêt, 200 $ de capital. Et c'est là que l'amortissement n'est plus sur 25 ans, mais l'amortissement est peut-être sur 28 ans. C'est pas dramatique parce qu'à la fin de la journée, le client a quand même 300 $ de plus dans ses poches parce que son paiement n'a pas changé. Fait qu'il y a une stabilité pour lui. C'est sûr que si le client a les moyens, ben oui, on va lui dire, mets le 300 $ de plus par mois pour garder ton amortissement de 25 ans. Mais actuellement, le capital et les liquidités, c'est le nerf de la guerre dans un temps d'inflation puis tout ça. Fait que c'est là où il y a quand même eu des avantages à ce produit-là, autres que effectivement l'amortissement va être plus long que 25 ans. C'est ça. Ça va peut-être être au renouvellement aussi que la personne va se trouver dans une situation peut-être inconfortable là, financièrement. Là. Effectivement, que le renouvellement, que la situation peut être différente, mais il y a aussi, est-ce que la personne va garder la maison pendant 28 ans? On peut penser que non. Est-ce que c'est dramatique? Non. C'est-tu stratégique? Des fois oui, puis des fois non. C'est là que ça dépend pour quelle raison qu'on a pris le bon produit. Si on revient aux étapes, là, on était rendu, la personne avait déposé une offre d'achat. Qu'est-ce qui se passe ensuite du côté du courtier hypothécaire? C'est là que si c'est un courtier immobilier, il va m'envoyer toute la documentation de la fiche descriptive, la promesse d'achat, les contre-propositions et les modifications à l'offre d'achat s'il y a lieu, et la déclaration du vendeur. Fait que ça, c'est les documentations que nous autres, on a besoin pour pouvoir soumettre le dossier à l'institution financière qu'on aura choisi avec le client. OK, puis ça, c'est les délais tantôt que tu me parlais du 12 au 15 jours. Là. Ça, c'est quand vous avez déposé le dossier à toutes les institutions financières. Dans les faits, on présente le dossier à une institution financière parce qu'on ne veut pas brûler le client, puis on ne veut pas non plus faire travailler 11 institutions financières pour rien. OK, mais vous avez les taux et les caractéristiques des produits d'avance. Fait que vous... Toi, comme courtier hypothécaire, c'est toi qui choisis ou qui recommande telle institution financière avec tel produit au client plutôt que de déposer un dossier à toutes les institutions financières puis d'attendre une réponse, finalement. C'est en plein ça. C'est là où nous autres, avec les grilles de taux de toutes les institutions financières, on est, depuis la 2016, c'est maintenant beaucoup plus de l'hypothèque à la carte en fonction de la mise de fonds, en fonction de la date de prise de possession, en
dépendamment des différents enjeux, des fois, dépendamment des montants de financement, il y a des grilles qui viennent avec ça. C'est là qu'on choisit l'institution financière. On présente le dossier à des fins d'approbation. Dans ce même délai-là de 10, 15, 20 jours, le client doit faire inspecter la maison parce que le courtier immobilier, lui, va déterminer si la valeur marchande est juste. Mais est-ce que la propriété est un bon gage, dans le sens, est-ce qu'elle est en bonne qualité? Donc, la fondation, les fissures, la ventilation, puis tous les autres détails de la propriété. Ça prend environ 2h30 à 3h faire une inspection en bâtiment. Ça vient avec un rapport de entre 25 et 50 pages selon les propriétés. Fait que ça, c'est la deuxième condition souvent qui est placée à l'offre d'achat, puis qu'il y a un professionnel qui s'occupe de ça, autre que le conseiller financier, le courtier hypothécaire ou le courtier immobilier. Il y a un quatrième professionnel qui s'ajoute à cette étape-là. Est-ce que c'est l'institution financière qui exige l'inspection? Et deux choses. La première chose, c'est une inspection, c'est sur la qualité. Okay? La banque pourrait déterminer, parce qu'on l'a vu pendant la pandémie avec les hausses de prix de maison, puis des fois les surenchères ou parfois du proprio, qu'il pourrait douter que la valeur ou le prix payé sur l'offre d'achat, la maison a réellement cette valeur-là. La banque, ce qu'elle pourrait obliger, c'est une évaluation valeur marchande, parce que soit qu'il n'y a pas de professionnel, ou soit qu'il n'y a pas de comparable dans ce secteur-là. Fait que tantôt, tu faisais la blague à Saint-Agapi. Le code postal du village de Saint-Agapi, c'est G0S1Z0. OK. Tout le monde a le même code postal. Fait que tu as des propriétés à 100 000, puis tu as des propriétés à 800 000 dans le même village. Comment on fait pour avoir des comparatifs? Par contre, si on parle de villes des fois plus structurées ou de plus grande envergure, bien, on a des G3K, puis on a dans les 3 derniers chiffres différents codes postaux pour les différents secteurs. Fait qu'à ce moment-là, les systèmes des institutions financières, et c'est parfois plus facile d'avoir des comparables parce qu'il y a une homogénéité à travers les secteurs immobiliers. Qu'est-ce qui se passe si l'institution financière dit finalement, la maison que tu as payée 500, nous autres, on pense qu'elle vaut 375 000? La banque n'est pas payée pour penser. La banque va envoyer un évaluateur qui, lui, avec des comparables, va déterminer une valeur. Fait que si, exemple, ta maison a 500 000, l'évaluateur, avec tous les comparables, lui, il est capable de démontrer qu'elle vaut, mettons, 480. Il y a 3 possibilités. La première, c'est de renégocier, si c'est possible. Parce que la valeur n'a pas été reconnue. Ça ne marche pas toujours. Non, on comprend. La deuxième possibilité, c'est de compenser cette valeur-là. C'est-à-dire qu'on met plus de cash à la table. On n'a pas le choix. Il faut mettre plus de mise de fonds parce que la banque va faire ses calculs sur 480, mais comme tu payes 500, il y a une compensation à aller chercher entre les deux. La troisième possibilité, c'est de sortir. Ah oui, OK. Parce que tu peux ne plus passer au crédit à cause de cette situation-là. C'est quand même super contraignant comme situation quand ça arrive. On l'a vécu beaucoup pendant les années de pandémie parce que ce qui arrivait, c'est que les propriétés montaient, mais il n'y avait pas de comparable parce que nous autres, c'est toujours des comparables notariés. Fait que quand tu fais une offre d'achat sur une maison en février, prise de possession fin juin, le comparable va rentrer juste fin juin. Fait que c'est là que ça prenait des bons évaluateurs qui connaissaient le marché. Mais des fois, c'est comme ça prend du jugement. Dans tous les métiers, il y en a des bons et il y en a des moins bons. Fait que c'est pour ça qu'on a vécu effectivement différentes situations. On a dû aller en contestation à l'occasion. T'sais, on en a quand même fait plusieurs dossiers. Fait que mettons qu'on fait un chiffre de 500 dans les 2 dernières années. Des vraies mauvaises valeurs, c'est peut-être arrivé une fois. Là. OK. Fait que c'est pas monnaie courante. Ça peut-tu arriver? Malheureusement, oui. Mais souvent, après avoir eu les comparables, les gens ont fait « Ah, OK, je pensais qu'elle s'était vendue plus cher que ça. Ah, ouais, j'avais pas remarqué. » Puis là, souvent, qu'il y avait une meilleure compréhension de la valeur. Les gens, pour la plupart, achètent la maison quand même, mais des fois, il y a eu des renégociations de prix, surtout sur les du proprio. OK. Puis ça, tu peux aider, tu peux accompagner tes clients, toi, quand ça arrive. Là. J'ai ma limite. Parce que dans le fond, moi, ce que je peux faire, c'est donner le call de l'institution financière ou le call qui est en lien avec mon métier. Fait que moi, je ne suis pas un évaluateur, je ne suis pas un courtier immobilier. Fait que moi, tout ce que je peux faire, c'est constater des écrits. C'est un peu comme la même chose au niveau des emplois. Moi, c'est les documents qui parlent. Même s'il y a une super bonne histoire, à la fin de la journée, c'est le document qui prouve. On parlait tantôt de code de crédit. Il y a une histoire qui vient avec ça parce que c'est une ex qui avait utilisé la carte de crédit puis qui avait scrappé le crédit. Ton nom était dessus. Tu es une code de crédit de 532.
je ne pourrais pas rien faire, même si l'histoire est super bonne. Fait que c'est pour ça qu'au niveau de l'évaluation, on peut utiliser des contacts. Mettons qu'on y va sur une vente faite avec un courtier immobilier, la valeur n'est pas reconnue, on se retourne vers le courtier immobilier. Le courtier immobilier nous fournit 3 ou 4 comparables pour justifier la valeur. On va en contestation. On gagne. Je dis on gagne parce que la transaction va se faire de la bonne façon. Ouais. Des fois, on ne gagne pas tout, mais on en a gagné assez pour que tout soit bien justifié et que la transaction soit conclue quand même. C'est là, quand je parlais tantôt des partenaires, on est partenaire ou collaborateur avec chacun des intervenants parce que où est-ce que la limite de un commence, souvent c'est là que l'autre finit. Ouais. Donc, on a tous besoin de chacun dans l'équation pour la meilleure transaction pour le client parce que c'est toujours lui qui est au centre de tout dans l'équation. Absolument. Après le délai que vous avez déposé le dossier à l'institution financière que vous avez choisi, toi, tu attends une réponse. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Là, tu reçois la réponse, par exemple, c'est quoi, le prêt est accepté? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle une lettre finale. Donc, l'institution financière s'engage à accepter et débourser le prêt. Il y a toujours la condition qu'il faut rien ne change. Fait que on ne va pas chercher un nouveau prêt auto, on ne va pas perdre notre emploi, il faut garder les mêmes conditions de l'approbation. Fait que des fois, il y a des enjeux quand on fait une offre d'achat en novembre, prise de possession en juillet, puis on se fait offrir une nouvelle job en mars. Il y a plusieurs questions à poser. Même si le salaire augmente, par exemple, tu passes d'un salaire de 80 000 à 100 000, mais l'institution financière, ça va la déranger. De revalider. Okay. Puis, dans les faits, quelqu'un qui reste dans le même domaine, qui améliore son sort, il n'y a personne qui va empêcher quelqu'un de progresser. Il y a quelqu'un, exemple, qui travaille comme mécanicien automobile depuis, mettons, 6 ans, puis il décide de s'en aller vendeur automobile en février. Mais là, vendeur automobile, c'est ta commission, petit salaire de base, pas d'expérience nécessairement. L'institution financière pourrait refuser en disant, si tu m'avais présenté le dossier avec cet emploi-là, avec 2 mois d'historique, j'aurais pas accepté. Fait que, c'est pour là que la collaboration et la bonne connaissance du client, l'informer des enjeux, mais normalement, encore là, à 97-98%, on peut avoir des discussions à l'occasion, mais le prêt n'est jamais rappelé, mais le prêt va se débourser avec la lettre finale qui va permettre au futur acheteur de devenir propriétaire. Et c'est aussi ce qui va sécuriser le vendeur en lui disant, j'ai mis ma maison sur le marché, j'ai reçu une offre, mes clients sont prêts à acheter et j'ai ma lettre de financement, je peux moi me revirer de bord et aller acheter ma prochaine maison en étant blindé comme quoi que ma maison est vendue. Et là, si la personne ne se qualifie plus, les gens, mettons c'est un couple qui voulait acheter, le couple se sépare, il faut quand même qu'ils achètent la propriété. Ils ne peuvent pas dire, là on se sépare, ça ne marche plus, ou j'ai une offre pour aller à Edmonton, je n'achèterai plus votre maison à Charlebourg. Non, tu as signé un contrat, on a accepté votre offre d'achat de maison, il y a la lettre de financement, toutes les conditions sont levées, on ne peut pas se désister. Là. OK. Fait qu'on est à la dernière étape, rendu là. Rendu là, la prochaine étape, un coup qu'on a la lettre de financement, ce que j'ai inscrit, c'est que là, normalement, on retourne au conseiller financier pour finaliser les maximisations. Fait que, est-ce que la stratégie du REERAP, la stratégie du CELIAP, il y a aussi une protection. Okay? Parce qu'à partir du moment où le client a la lettre de financement entre les mains, il se doit d'acheter. S'il tombe invalide, il faut qu'il achète pareil. Si malheureusement il décède, la succession devra acheter la maison quand même. Fait que c'est là où, avec le conseiller financier, ou peu importe, il y a des protections à prendre ou s'assurer qu'on a des polices d'assurance vie puis qu'on a certaines protections maladies graves et autres pour s'assurer que si par malheur il arrive quelque chose, c'est toujours un incident, mais on a les protections. Okay. Ça se fait idéalement pendant les étapes, mais si ça n'a pas été fait pendant les étapes, au moment de la lettre finale, il faut s'assurer que ces futurs filets-là sont soit mis en place ou se mettront en place d'ici le moment de passer chez le notaire et de devenir propriétaire. OK. Ça, est-ce que c'est des exigences des institutions financières, des assurances-vie, même pas, non? Okay. Non. On peut faire l'hypothèque à un cardiaque, on peut faire l'hypothèque à une madame de 81 ans qui est peu assurable. Okay. Donc, il n'y a pas d'obligation. Des fois, l'institution financière, pour les gens qui vont directement en institution, ils vont se faire des fois passer une pick-up line en disant « Hey, tu es obligé de... »
mais à la fin de la journée, on n'est jamais obligé. OK? C'est-tu fortement suggéré d'avoir des protections pour le patrimoine? Oui. OK? L'institution financière va faire signer des fois un avis de refus pour s'assurer que si la personne décède, la succession ne vient pas pour dire il n'avait pas pris une assurance vie. D'habitude, il prend toujours des assurances vie, mon père, puis là, il n'y a pas d'assurance vie. Vous n'y avez jamais offert, puis tu te le quittes. Non. Ton père ne les a pas pris. Il a mis ses initiales ici. C'est correct. OK? Sûrement dans un prochain segment, tu vas sûrement parler des assurances vie invalidité, l'avantage, puis tout ça. Mais il faut s'assurer de la compréhension, puis que le client prenne la décision si oui ou non il en désire. Okay? Fait que c'est pour ça qu'il y a cette étape-là. L'étape du notaire se fait en 2 étapes. Il y a un premier exemple, je prends une prise de possession, statut classique du Québec, le 1er juillet. Bon, ben, on passe chez le notaire souvent entre le 15 et le 20 juin pour signer les papiers bancaires et apporter la mise de fonds à ce moment-là. Puis il y a un deuxième rendez-vous chez le notaire qui est le 1er juillet avec les vendeurs, où ce que là, on signe les papiers de vente officielle de maison. Le vendeur va partir avec son profit, s'assurer que les taxes ont toutes été mises à jour. Puis, à ce moment-là, l'acheteur, en sortant de ce rendez-vous-là, a les clés de la maison, peut aller apporter ses trucs et il est officiellement le nouveau propriétaire. Puis l'institution financière, dans le fond, elle a versé l'argent au notaire. Hein? C'est ce que j'ai compris de ça. Autant la mise de fonds est apportée au notaire, puis le financement est apporté au notaire. Souvent, les gens vont dire, faut-tu que j'apporte ma mise de fonds à la banque, puis la banque envoie tout au notaire? La réponse est non. La mise de fonds est envoyée chez le notaire par les clients et nous autres, l'institution financière va envoyer le montant de financement qu'elle a accordé au client. Et toi, comme courtier hypothécaire, tu communiques avec le notaire. Tu dois savoir c'est qui le notaire pour y envoyer l'argent. Les instructions sont envoyées. OK? Le notaire, qui est la personne de loi, va recevoir les papiers du courtier immobilier ou du proprio pour les chiffres de vente. Le notaire va recevoir les instructions bancaires, va s'assurer que ça fit entre les deux. Ça règle les papiers bancaires. Après ça, avec les papiers du courtier immobilier ou du proprio, c'est là que la recherche de titres, puis tout le travail du notaire prend toute sa place pour s'assurer que le lot, il n'y a pas des servitudes, il n'y a pas des droits acquis. Puis ça, c'est tout expliqué dans la rencontre avec les clients acheteurs. En plein ça, pour expliquer tout ce qu'il y en est avec le certificat de localisation. C'est pour ça que c'est fait en 2 étapes. La première pour apporter la mise de fonds, régler les papiers bancaires, parce que le financement, c'est le vendeur n'a pas à avoir tout le financement, toute la structure bancaire du client. C'est pas de ses affaires. C'est pas de ses affaires. En plein ça. Fait que c'est pour ça que cette étape-là se fait avant, dans un rendez-vous d'environ une demi-heure. C'est aussi là, dans ce rendez-vous-là, qu'il y a des gens qui ne mettent pas une mise de fonds pareille. Mettons qu'on est un couple, moi puis toi, on achète une propriété. Moi, je mets 20 000 de mise de fonds, t'en mets 10. On veut l'expliquer au notaire pour se protéger. C'est là. Mettons que tu gagnes un salaire qui est plus élevé que moi, toi, tu payes 60% des paiements, moi, j'en paye 40%. On veut se protéger chez le notaire. C'est de la rencontre bancaire que c'est expliqué pour que la propriété est divisée de même 60-40. Si jamais on revend la maison, tu pars avec 60, je pars avec 40. C'est ça. Dans la réalité, je vais dire 2020, c'est presque 100% des dossiers qu'on a une discussion par rapport à ça. Parce que c'est rare que les 2 personnes soient nécessairement à la même place, de la même façon. Puis des fois, les gens ils pensent qu'ils pourraient mettre 40 000 de mise de fonds, mais vu que l'autre peut en mettre juste 10 000, moi, je vais en mettre 10 000 pour qu'on soit 50-50. Quand c'est bien expliqué, il y a des décisions différentes qui peuvent se prendre par rapport à ça. Oui, absolument. Absolument. Fait qu'on est passé chez le notaire. Ensuite, c'est terminé. Là. Les gens sont propriétaires. Les gens ont la maison, ils rentrent. Puis, Après ça, il y a une dernière étape qui vient normalement entre 1 mois et 3 mois après, qui est la crémaillère. Ouais. Faut respecter cette tradition-là. C'est notre dernière étape, c'est la crémaillère. Mais effectivement, un coup qu'on est passé chez le notaire, c'est terminé. Fait que moi, mon rôle, c'est terminé à l'approbation avec la lettre de financement. Par contre, pour s'assurer que le reste de la transaction se passe bien, on continue à faire les suivis, s'assurer que les rendez-vous ont bien été pris chez le notaire, les rendez-vous sont respectés. On fait aussi un suivi 30 jours après être passé chez le notaire, s'assurer que les bons paiements sont passés dans le compte de banque, qu'il n'y a pas d'irrégularité, tout va bien, oui, parfait, c'est beau. On garde après ça un suivi annuel avec les clients, d'avoir s'il y a des questions ou quoi que ce soit, parce que des fois, il y a des projets, des rénovations, peu importe les bonnes ou les mauvaises raisons qui peuvent arriver au courant du terme, on veut garder un contact avec les clients parce qu'en tant que courtier hypothécaire, on va s'occuper du futur renouvellement. Fait que si le client a pris, exemple, un 3 ans fixe, un 4 ans fixe ou un 5 ans fixe, 6 mois avant, on veut lui reparler pour discuter.
Pas juste, salut, ça va bien, j'espère que tout est beau, les fleurs ont-tu bien poussé ce printemps? Ça, c'est nos suivis pendant l'année, juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de questions. Mais quand on arrive au renouvellement, là, c'est à cause qu'on a une future, l'engagement ou le contrat qu'on a pris avec l'institution financière, il se termine. Fait qu'est-ce qu'on va prendre comme futur engagement? C'est quoi la future stratégie? C'est quoi les prochains besoins? C'est où qu'on a appris du dernier terme, puis notre vision du prochain terme? On voulait avoir un enfant, finalement, on a eu des jumeaux. Là, la maison va être moins adaptée dans quelques années. C'est quoi nos options? C'est là qu'on va avancer avec le client, puis qu'on garde la suite avec lui. Puis de se prendre d'avance, ça, c'est comme on discutait au début de la conversation, de se parler 6 mois avant le renouvellement, ça permet justement de corriger peut-être le bilan financier ou les dettes à court terme, ou s'il y a quelque chose de la cote de crédit, c'est long, 3 à 5 ans, il peut arriver des bad luck, une perte d'emploi, quelque chose, puis finalement, notre situation financière est plus précaire au renouvellement qu'elle l'était lorsqu'on a signé notre première hypothèque. Fait que si tu te prends un peu d'avance, justement, ben ça peut permettre d'améliorer le dossier pour que ce soit plus facile. Dans les faits, là, c'est ce qu'on voit le plus depuis environ une dizaine de mois, puis pourquoi le suivi 1 an a pris beaucoup plus sa place actuellement, là, c'est sur le prochain paiement. Moi, j'ai une hypothèque à 2,8 %. Mon paiement est de 1 300. Quand je vais arriver au renouvellement avec un taux d'intérêt de 4,8, mon paiement il va être 400 $ de plus par mois. Ouais, c'est majeur. Veux-tu faire le saut dans 1 an ou tu veux commencer tout de suite à voir un peu qu'est-ce qui t'attend, avoir des discussions, adapter le budget, travailler un peu ça? C'est là que notre suivi 1 an, notre suivi 6 mois prend toute sa place avec la collaboration du client pour pouvoir l'aider à ce qui s'en vient. Parce qu'on ne sait pas réellement, les taux d'intérêt peuvent encore bouger peut-être à l'intérieur de 6 mois, 1 an. Mais au lieu de bouger à l'intérieur de 6 mois, 1 an, la Terre ne changera pas au complet. Là, on sera quand même pas trop loin de la vérité. Fait que c'est là qu'on a déjà la discussion budget avec le client. OK. Fait que ça a changé un petit peu dans votre pratique d'affaires au cours des 2 dernières années. Dans les faits, avant les dernières hausses de, mettons qu'on va dire mars 2022, la moyenne des 14 dernières années, moi, je trouvais que le taux d'intérêt 5 ans se situe aux alentours de 2,89. C'était pas mal la moyenne des 14 dernières années. Il y a eu plus, il y a eu moins. Dans toute bonne moyenne, ça se situe toujours aux alentours de 2,79, 2,89, 2,99. C'était pas mal la moyenne. Et là, avec la dernière année, puis on peut penser que ça ne durera pas juste 1 an, mais cette moyenne-là va changer. Fait qu'on va réapprécier les futurs termes de 3 % ou de 3 points quelques %, ce qu'on n'avait pas vu depuis 2010 environ. Oui, absolument. On vient de faire le tour pas mal des étapes là, du processus pour un nouvel acheteur qui veut un prêt hypothécaire. Est-ce qu'il y aurait des pièges à éviter ou des trucs que tu pourrais donner à ces gens-là pour faciliter ce processus-là? Oui, bien, un des pièges, c'est de pas assez poser de questions. Fait que ça paraît niaiseux de ne pas poser de questions, de vouloir avoir plus de questions des clients, mais souvent, les gens vont être gênés, ils connaissent pas beaucoup ça, fait qu'ils vont pas vouloir mal paraître en ne posant pas trop de questions. Le fait d'être un courtier indépendant, il n'y a pas de mauvaises questions. On est là pour grandir ensemble. Mais c'est sûr que quand on se présente des fois directement dans une succursale ou à la banque, on ne veut pas démontrer une certaine vulnérabilité, fait qu'on n'ira pas sur un terrain qu'on ne contrôle pas à 100%. Avec un courtier, plus tu parles, plus c'est possible d'aider justement le projet du client, puis savoir vers où il veut s'en aller, connaître ses objectifs, puis bien l'accompagner là-dedans, puis s'assurer que les décisions soient bien prises. Un des pièges qu'on voit beaucoup, c'est le terme. Les gens vont prendre un terme 5 ans sans connaître les conséquences qui viennent avec le terme 5 ans. Mais même chose, surtout avec les taux fixes, parce qu'il y a des calculs de pénalités qui sont propres à chaque institution financière, qui peuvent être, si quelqu'un sait déjà que dans 2-3 ans, il va vouloir changer de maison, ou ça va pas super bien à la maison, puis que 2 ans après, ils se séparent, puis ils sont pas capables de racheter l'un et l'autre une propriété ou cette propriété-là, bien, il y a des pénalités qui peuvent être entre 6 000 et 26 000. Wow. Fait que ça, en plus d'une commission de courtier immobilier, ben, ça change le profit net qui va rester. Le mauvais choix de terme ou la mauvaise compréhension des avantages et inconvénients peuvent justement être le pire des pièges par rapport à ça. Fait que c'est pour ça de poser des questions, de savoir un peu dans quoi qu'on s'embarque, va permettre des meilleurs
les meilleurs choix. C'est vraiment la communication entre le courtier hypothécaire et le client. Là, dans le fond, il doit vraiment tout te dire. Là, puis même ces gens-là, ils s'ouvrent quand même pas mal à toi, dans le sens que quand ils parlent de leurs finances personnelles, là, on donne notre bilan à quelqu'un. Là, toutes les dettes qu'on peut avoir, ça peut être des situations malaisantes aussi. Là, à parler à un étranger, là, littéralement. Dans les faits, au moment de le premier appel, ça reste général. Il faut que le courant passe puis qu'on ait l'impression, en tant que client, que la personne avec qui on parle va être le bon partenaire. Il va bien nous écouter, puis il va nous amener à faire des bons choix. Okay? Au moment de la préautorisation, on se connaît pas mal. Là. Ouais. Okay? Parce que j'ai le revenu, j'ai les actifs, j'ai le dossier de crédit. Ah ouais, fait que c'est là, quand on parle d'une saine gestion du passif, quelqu'un qui a actuellement un loyer qui coûte 1 000 $ par mois, ils ont une mise de fonds minimum avec les épargnes qu'ils ont mis de côté, mais ils ont un solde de marge de crédit de 5 000 puis un solde de carte de crédit de 2 000 qu'ils ne sont pas capables de remettre à zéro à tous les mois, puis qui veulent acheter une maison qui va coûter 2 200 $ par mois. Ben, on va suggérer idéalement de rembourser ces dettes-là avant de faire l'acquisition d'une maison, parce que si on ne les remet pas à zéro lorsque ça nous coûte 1 000 $ par mois, on ne sera pas plus capable de les remettre à zéro quand ça va coûter 2 200. Puis les marges de crédit, mettons qu'on va dire à 10 %, les cartes de crédit à 18 %, bien ça, on les traîne pendant 5-6 ans. Ça peut devenir un boulet, ça peut empêcher de bien dormir puis de bien travailler. Fait que c'est pour ça que une saine gestion du passif, une bonne communication. Puis en tant que courtier hypothécaire, il ne faut pas avoir peur de mettre sur la table la vraie situation, même si on est payé à commission, puis que moi, ça m'intéresse vraiment qu'ils achètent une maison rapidement pour faire ma commission. À la fin de la journée, moi, je veux travailler pendant 25 ans avec ce client-là. Fait que ça s'assurer qu'on part bien. Fait qu'un coup qu'on est bien parti, que tout est clean, ça va être le fun pendant 25 ans au lieu de que ça soit plus squeeze. Fait que c'est là la communication, la bonne collaboration, le bon partenariat avec les différents intervenants pour justement pas minimiser les pièges parce qu'on ne pourra pas toutes les voir, mais au moins de marcher la tête haute pour s'assurer qu'on sait où est-ce qu'on s'en va dans cette belle expérience-là qui est l'achat d'une propriété. Ça, c'est pour les pièges. Par contre, un des pièges le pire, c'est au niveau des frais autres. Okay. Fait que ça, les frais autres, il y en a 2 styles, on l'a touché vite tantôt, mais c'est les frais autres mensuels. On dit, Martin, ben, une hypothèque, ça va me coûter tant, mes taxes municipales et scolaires vont me coûter tant, le chauffage va me coûter à peu près tant, puis après ça, j'ai mon assurance habitation, feu, vol, vandalisme qui va me coûter tant. Fait que moi, ça marche pareil dans mon budget. Fine. Mais après ça, on a aussi à TV, Internet, Netflix. Après ça, on a aussi à penser à, y a-tu des locations de propane, y a-tu du déneigement, y a-tu, quel autre frais mensuel que la maison peut m'apporter que j'ai pas pensé. L'entretien de la maison en général, il y a tout le temps des cossins qui brisent, puis il faut les remplacer. Quand on est en loyer, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Quand tu achètes un condo, il y a des frais de copropriété, c'est cher, 150-200 $ par mois qui sont prévus. Quand tu achètes une maison, le fonds de roulement, le fonds de prévoyance, c'est toi qu'il faut qu'il te le fasse. Fait que techniquement, tu devrais te mettre un 100-200 $ par mois en prévision de la tank à eau chaude qui va briser un moment donné, un moment donné changer des fenêtres, un moment donné repeinturer le sous-sol, la cuisine. Fait que c'est là qu'il y a quand même une bonne structure budgétaire mensuelle qu'il faut aussi penser autre que ce qui est l'affaire de base calculée par les banques. Puis au niveau des frais de clôture. Fait qu'on dit, mais Martin, je veux m'acheter une maison à 200 000, j'ai 10 000 de mise de fonds, je peux acheter. Right. C'est vrai. Tu as le minimum. Mais tu n'as pas le 1 700 $ pour le frais de notaire. OK? Tu n'as pas le 1 000 $ d'ajustement de taxes municipales et scolaires que l'ancien propriétaire avait payé. C'est au prorata, dans le fond. Si tu deviens propriétaire à la fin juin, tu vas payer la moitié des taxes municipales et scolaires. Ça va dépendre de ce que j'ai payé en tant que vendeur. Fait que mettons que moi, tu viens acheter ma maison. Moi, quand je reçois mes taxes municipales, je les ai payées au complet. Tu prends possession au 1er juillet, il faut que tu m'en rembourses la moitié. Parce que tu t'en es servi 182 mois. Je m'en ai servi 182 mois. Ben, on travaille avec ça. Après ça, mes taxes scolaires, ils sont payables du 1er juillet au 30 juin. Je ne les ai pas encore payés. Tu n'as pas à me les rembourser, mais toi, tu vas avoir à les payer. Fait que c'est là qu'il y a des frais d'ajustement de taxes et c'est effectivement au prorata d'une journée. Comment coûte une journée, où ça gère. Puis ça, c'est au notaire que c'est fait. C'est le notaire dans l'état des déboursés
qui va donner toute la ventilation des différents frais payés. Hey, je me souviens, nous autres, quand on était allés, il y avait même à regarder là, la tank au propane de 400 livres. Là, sur le gauge, il en restait comment, puis il fallait payer la différence. Là, C'était allé jusque-là. Puis les gens qui nous ont vendu la maison ici, eux autres, ils capotaient pas avec ça. Là, ils ont même dit à la notaire, non, c'est beau, on n'a pas besoin de payer pour ça. Mais la notaire, elle, c'était vraiment tout ce qui était consommable dans la maison aussi. Là, ça me surprend. Puis les normes changent, mais je pensais que le carburant, donc, si, exemple, je chauffe au bois, il reste 4 cordes de bois à cave, il faut que tu le négocies, sinon le vendeur peut partir avec. Ah ben c'est un petit peu ça. Là, tu vas me dire le propane, Martin. C'est ça, part avec. Je ne partirai pas avec la tête, mais ça reste quand même que normalement, il y a des prorata. C'est important, c'est là le professionnel, le courtier immobilier, qui est normalement au-devant de tout ça, parce que souvent, lui, il est au rendez-vous notaire. Il ne veut pas de malaise rendu chez le notaire. Ah ouais, puis là, ça coûte 2000 de plus. Puis là, la personne, elle n'avait pas tant que ça, parce que ça vient d'y coûter la mise de fonds puis tous les autres frais. Puis c'est ce qu'on parlait. Notaire, ajustement des taxes. La prime SCHL, je sais qu'on va en faire un segment plus tard. Il y a une taxe de 9% qui est payable chez le notaire, qui représente souvent aux alentours de entre 700 et 1000 $, qui est payable chez le notaire. Fait que ça, c'est des frais clôture rapide. Ouais. Entre un mois et 6 mois après être déménagé, c'est ce qu'on appelle la taxe de bienvenue ou les droits de mutation. Je dis à la blague souvent, c'est quand tu y penses plus, c'est là que tu reçois le bill. Ah ouais, c'est ça, tu n'as plus d'argent dans ton compte chèque, tu as payé tout le monde. Reçu? Non, la taxe de bienvenue, as-tu reçu? Non. Puis à un moment donné, tu dis, on a reçu une lettre de la ville, c'est quoi? C'est la taxe de bienvenue. OK? Ça, c'est payable entre 1 et 6 mois après être déménagé. Il faut prévoir aussi le déménagement. OK? Fait que la bière, la pizza, les pick-up, c'est pas pire. Quand c'est des déménageurs, puis on passe d'une ville à une autre, exemple, des gens qui partent de Trois-Rivières vers Sherbrooke ou des gens qui partent de Mascouche vers Charlesbourg, ben, les frais de déménagement ne sont pas nécessairement les mêmes. L'inspection en bâtiment, on a eu à la payer lorsqu'on a fait notre offre d'achat. Une inspection en bâtiment va coûter entre 700 et 900 $ environ. Fait que ça, il faut prévoir ces frais-là. Ça, c'est aux frais de l'acheteur, ça, tout le temps. C'est toujours aux frais de l'acheteur. Puis, le dernier, c'est le goût du jour. Ouais. Parce que des rénovations ou des améliorations, on peut les mettre dans le financement. Mais de la peinture, de la déco, exemple, on part d'un 3,5 à une maison, il faut meubler plus de chambres. Souvent, il y a le divan qui est louche, que ça fait longtemps qu'il fait des appartements. Tu dis, lui, il viendra pas dans ma belle maison, mais ça va en prendre un nouveau quand même. Ah ouais. Fait que ça, c'est toutes des choses que je finance pas. Des électroménagers. OK? Ça non plus, je finance pas ça. Fait que c'est là que le goût du jour ou les biens, mais souvent sont négligés dans le budget de qu'est-ce que ça va être l'acquisition de ma maison. Ah oui, absolument, absolument. Ça fait une grosse différence. Puis ça, on le sous-estime à tout coup. Là. Peu importe, là, je suis dans le business, là, je fais ça, gérer des budgets puis de l'argent. Puis ça a été la même affaire ici. La tondeuse, puis les patentes, l'aménagement paysager, la piscine, tout le ce que garage tu veux. de toile. Ah ouais. On parlait des pelles, des affaires de même. Puis on n'est pas équipé nécessairement pour l'entretien de tout ce que ça prend, la maison, quand c'est une maison. C'est pas dramatique. Il faut pas trop analyser, mais il faut quand même qu'il y ait un minimum de disponibilité de fonds, puis une flexibilité au minimum dans le budget pour s'assurer que quand il va arriver un imprévu, ben on est capable de prendre la vague. Si quand il arrive un imprévu, on est déjà à hauteur de la bouche, ben, quand il arrive une vague, on avale toujours une petite gorgée. Quand dans l'achat d'une maison, des 100$ puis des 200$ puis des 1000$ imprévus, il y en a. C'est pour ça que plus on est en avance, plus on a fait notre stratégie adéquate, ben plus quand tout ça arrive, on est capable de l'absorber. Oui, absolument. C'est intéressant. Je pense que c'est un beau moment pour terminer. Y avait-tu quelque chose à ajouter, toi, avant de conclure? Ben, dans les faits, là, c'est un super de beau projet. Il y a plein de légendes urbaines. Il y a plein d'histoires qui se racontent, pas dans mon métier, mais dans l'achat d'une maison. Ça paraît toujours beau. On se compare souvent avec des amis, de la famille ou des gens qui ont fait des acquisitions, que ça a bien été ou mal été. Chaque dossier mérite son analyse, puis chaque dossier est différent. OK? Fait que c'est pour ça que ça vaut la peine d'avoir une personne de confiance, un professionnel qui va permettre de bien écouter, bien établir le plan de match, comprendre les objectifs, gérer les attentes, puis que ce projet-là soit le début de quelque chose bien planifié, au lieu que ce soit bousculé comme premier projet. Ça sera un peu ma conclusion là, pour les premiers acheteurs, pour leur donner la meilleure des chances de vivre ce projet-là avec le sourire et à long terme.
Où est-ce que les gens peuvent te contacter, là, numéro de téléphone, courriel, site internet, là, quelles sont tes coordonnées s'ils veulent faire affaire avec toi? L'idéal, c'est par le courriel, c'est martin@optionmaison.com. Donc, OK. martin@ option avec un S, OPTIONS, MAISON.com. Le cabinet que j'ai créé, c'est comment donner les options avec la maison. Fait que c'est le modèle, le cabinet qu'on a créé. Par le téléphone, c'est dans le 418-932-3319. Parfait. De toute manière, toutes les coordonnées vont être dans la description du vidéo. Merci beaucoup, Martin. Hey, merci beaucoup de l'invitation, j'apprécie.